Pour ce qui est de la numérotation et désignation des chapitres, c'est moi-même qui en ai pris la liberté. Chapitre 1. C'est un petit comprimé blanc, ovale, sécable. Après 2 ou 3 cigarettes, je prends un comprimé de Captorix. Ce je est le héros, Florent Claude Labrouste, en détestation de son prénom. Un héros dont l'échec de la vie n'est pas à incriminer à ses parents, mais plutôt un regrettable enchaînement de circonstances sur lequel il aura l'occasion de revenir. À vrai dire, l'objet de ce livre. Cette détestation nominative vient de cette considération que Florent, trop doux, trop proche du féminin Florence, presque androgyne en un sens. Claude, n'en parlons pas. Il fait songer aux Claudettes de Claude François. Changer de prénom, chose facile au plan administratif, car, du point de vue de l'administration, un bon administré est un administré mort. Au plan de l'usage, un nouveau prénom fait oublier l'ancien au bout de quelques semaines. Chose aisée pour le héros, le second prénom étant Pierre, une image de fermeté et de virilité qu'il aurait souhaité communiquer au monde. Il n'a rien fait pour changer ce prénom et s'est laissé balloter, comme une incapacité à reprendre sa vie en main. Son apparente virilité qu'un leurre, une inconsistance lopette de déjà 46 ans. Tiens, on retrouve ici l'obsessionnel 46 ans, par référence sans doute aux auteurs de prédilection d'Houellebecq, Lovecraft et Baudelaire, tous deux morts à 46 ans. Il paraissait très vraisemblable que la seconde partie de mon existence ne serait, à l'image de la première, qu'un flasque et douloureux effondrement. Il évoque donc les antidépresseurs, le séroplex, tiens, bien connu d'Harold, ça l'a sauvé d'ailleurs, ou le Prozac. Ces antidépresseurs augmentent le taux de sérotonine sanguin en inhibant sa recapture par les neurones SHT1. Mais surtout la découverte, début 2017, du Capton DL, à action plus simple. Il favorise la libération par exocytose de la sérotonine produite au niveau de la muqueuse gastro-intestinale. Il est commercialisé sous le nom de Captorix, ses effets secondaires étant entre autres la disparition de la libido. Chapitre 2. Les filles de la station-service. L'histoire commence sur la N340 à 5 km au nord d'Al-Alquian, province d'Almeria en Espagne. Il est à noter à ce sujet qu'en 2002, Houellebecq s'installa quelque temps en Andalousie, dans le parc naturel de Cabo de Gata Níjar, justement dans la région où débute l'action. Donc, l'histoire se passe sans doute vers la mi-juillet, à la fin des années 2010. Semble-t-il, Macron était le président de la République. Le héros, Florent, en une station-service, venait de faire le plein de diesel de son 4x4 Mercedes G350 TD. Toujours cet amour donc des grosses voitures chez Houellebecq. Il aperçut alors deux jeunes filles sortant d'une coccinelle Volkswagen garée à proximité d'une station de gonflage. L'une des filles, aux cheveux châtain clair, au look baba cool et sexy, vient vers Florent Claude lui demander de l'aide qu'il ne pouvait refuser. La compagne de la fille aux cheveux châtains, une brune conforme aux standards espagnols et au look plus salope. Quel short moulant! Elle prit le relais du gonflage après que Florent ait montré la procédure. Comment ne pas être troublé devant de telles fesses moulées? Après quelques minutes de remerciements, elles partirent. De retour chez lui, Florent traita son érection par les moyens habituels. Chapitre 3. Yuzu. Florent Claude avait acheté cet appartement en Espagne avec Camille, à l'écart des complexes touristiques andalous fréquentés en nombre par des retraités d'Europe du Nord et une clientèle moins nombreuse mais plus active, les babas espagnols mettant en valeur cette tendance des années 60 à valoriser amour libre, nudité, émancipation des travailleurs par opposition à celle des années 80,
compétition, porno hard, stock option. Il repense à la fille aux cheveux châtains de la station-service. Elle était revenue me chercher. Mon errance dans ce monde avait pris fin. Elle était revenue sauver d'un seul mouvement ma bite, mon être et mon âme. Le lendemain, Florent devait chercher à l'aéroport Yuzu, avec qui il n'aurait jamais dû s'installer. Des mois qu'il n'avait couché avec Yuzu. Yuzu étant sa compagne japonaise. Il est à préciser que Michel Houellebecq, depuis le 21 septembre 2018, il s'est marié avec une femme d'origine asiatique, une chinoise pour être précis, d'une vingtaine d'années plus jeune que lui. Non seulement ça faisait des mois qu'il n'avait couché avec, mais il n'envisageait de le faire. Il est aussi écœuré de Yuzu que de son travail au ministère de l'Agriculture. Se présente à l'aéroport une femme impitoyablement maquillée à la peau de porcelaine, le summum de la distinction au Japon. Une incongruité en ces lieux balnéaires. Le souvenir de la fille de la station-service revient immédiatement à Florent, réduit au rôle de porteur de bagages de Yuzu. Chapitre 4. Virage dangereux. Avant d'approcher la sortie 537, où une voiture, sans la précaution de son conducteur, peut s'écraser 100 mètres plus bas. Florent venait d'échouer dans sa seconde tentative de libération. Chapitre 5. Le bar à tapas des seniors. Florence parvient à réduire sa période de vacances de 2 à 1 semaine sous prétexte professionnel. Employé au ministère de l'Agriculture, sa tâche essentielle, rédiger des notes et rapports, il touche un salaire élevé du fait de la complexité de l'agriculture française. Il a souvent des contacts avec des conseillers négociateurs, anciens élèves d'écoles de commerce. L'idée de haute étude commerciale, une profanation de la notion même d'étude. Il passe le plus clair de son temps en un bar à tapas, plébiscité par les seniors pour y achever leur vie. Il n'est pas tendre avec les Hollandais, une race de commerçants polyglottes et opportunistes. Un soir, en allant chercher des bières dans le frigidaire, Florent se heurta à Yuzu avec ce « Pousse-toi, grosse salope !» Au bar à tapas, il est rejeté du monde des seniors et leurs prostates, mais mieux accueilli par ces jeunes, ces indignadas à qui il aurait pu leur enseigner les dérives de l'agro-industrie. L'Espagne étant un des pays européens les plus libéraux et irresponsables en matière d'OGM. Il fallait qu'il se débarrasse de Yuzu. Chapitre 6. Voyage-retour. Le retour lui sera insupportable. Ça ne sera plus comme au temps de Camille, où le trajet ne durait que 2 jours. Elle le relayait, et à l'époque, on pouvait se maintenir éveillé par l'adrénaline de la vitesse. 150 ou 160 km/h contre les endormissants 120 km/h. Florent se limitera 500 à 600 km par jour et devra se coltiner 4 jours durant Yuzu. La première étape se fera dans le Parador de Chinchon. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça. En un couvent du XVIe siècle. Cette politique visionnaire des Paradors de tenir debout les monuments anciens date de 1928 et fut renforcée par Franco, pouvant être considéré comme l'inventeur au monde du tourisme de charme, comme un authentique géant du tourisme. À la seconde étape, Florent fit monter les enchères par le château de Briandos, à Relais-Château, à Anglet. Florent appartenait lui-même à la classe moyenne supérieure. Un séjour qui aurait pu être agréable s'il n'avait le souvenir qu'il fut déjà venu en compagnie de Camille. Et toujours cette obsession de désactiver les détecteurs de fumée afin de s'adonner au plaisir de la cigarette. Au 3e jour,
Après les affres des bouchons de l'A10 en travaux, Florent arrive, ça fera polémique d'ailleurs par la suite, en une des villes les plus laides qu'il lui a été donné de voir, Niort. Nuit de suprême humiliation pour Yuzu, qui le passera à l'hôtel Mercure. Le lendemain, pour la première fois de sa vie, un soulagement en voyant apparaître les premiers contreforts de la banlieue parisienne, alors qu'avant, il considérait ces lieux comme un enfer bâti à la convenance des hommes. Il était maintenant dans son propre enfer, bâti à sa convenance. Chapitre 7. Quartier Beaugrenelle. Florent et Yuzu habitaient au 29e étage d'une tour à l'aspect d'une mourie, la tour Totem. Ils résidaient en un grand 3 pièces au cœur du quartier Beaugrenelle, que Florent détestait, ainsi que la tour, à l'inverse de Yuzu. Le couple, en phase terminale, faisant chambre à part. Le seul avantage du logement, sa vue superbe, duquel, par beau temps, on pouvait apercevoir le château de Versailles. En plus de détester Beaugrenelle, c'est Paris lui-même, infesté de bourgeois éco-responsables, ça le répugnait. Mais je n'étais pas éco-responsable. Je roulais en 4x4 diesel. Je n'aurais peut-être pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais au moins, j'aurais contribué à détruire la planète. Il ne restait que 10% du salaire de Florent pour vivre. Loyer, charges, allocation besoin du ménage à Yuzu eurent raison des 90 autres pourcents. Et lentement, l'héritage de son père se voyait grignoter. Mettre un terme à cela donc. Yuzu travaillait non loin de là, à la maison de la culture du Japon. Peut-être y modernisait-elle le programme des manifestations culturelles. Pas gagné, vu le mortel ennui se dégageant d'un dépliant. Depuis l'expo consacrée à Daikishi Amano, avec les images de filles nues recouvertes de différents animaux répugnants, Florent a renoncé d'aller aux expos. Il a de plus en plus la conviction que Yuzu se rend aux soirées libertines. Il retrouva une vidéo de sa compagne en plein gangbang canin. Tout y passe, Doberman, boule terrier, boxeur. Il envisageait à la jeter par la fenêtre, la faire boire, les Japonais tenant très mal l'alcool par une mauvaise transformation de l'éthanol en acide acétique. À l'époque de Napoléon, l'adultère fut excusable. De nos jours, 17 ans de prison en moyenne pour un crime passionnel. C'est l'idée des promenades en forêt et en être privé qui le fit revenir sur sa décision. Chapitre 8. La fuite. La solution lui apparut avec ce documentaire de Public Sénat. Disparus volontaires. Plus de 12 000 personnes chaque an disparaissent de leur fait. L'abandon de famille en France ne constitue pas un délit, comme on devrait le graver en lettres énormes sur tous les édifices publics. Dès le lendemain, Florent mit à profit son plan, changement de compte, virement sur le nouveau compte. Pour son travail, il inventa la promesse de conseiller expert agricole à l'ambassade d'Argentine. En moins d'une journée, il venait de réorganiser sa vie. Bien moins que les 2 jours consacrés à la recherche d'un hôtel parisien acceptant les fumeurs. Il trouva celui-ci, avenue de la Sœur Rosalie dans le 13e arrondissement, à proximité de la place d'Italie, où il ne risquera pas, par hasard, de croiser Yuzu. Chapitre 9. Définition de l'amour. À la veille du départ, il se demanda que ferait Yuzu à l'issue des 2 mois de préavis de location. Elle qui passe au moins 6 heures par jour à la toilette, à l'inverse des demi-heures de Camille ou de peut-être de la châtain de la station-service. Suite à l'incapacité de payer son loyer, Yuzu serait condamné de retourner au Japon ou de se prostituer, vu ses qualités de pipeuse et de branleur. Florent situant son tarif probable autour de 700 € l'heure et 5 000 € nuit.
Il manque toutefois cette qualité inéliable à la prostituée, la générosité. Florent donna à ce stade des éclaircissements sur l'amour. Chez la femme, une puissance génératrice, tectonique. Par son amour, elle crée un nouveau monde. L'homme, au départ réservé, peu à peu est aspiré par le vortex de passion et de plaisir créé par la femme. Ce plaisir modifiant l'homme, sa vision du monde s'en voit transformée. L'amour chez l'homme est donc une fin, un accomplissement, et non pas, comme chez la femme, un début, une naissance. Voilà ce qu'il faut considérer. Revint alors, après cette définition, cette éternelle vision douloureuse de la châtain d'Al-Alkian, la dernière et probablement ultime possibilité de bonheur que la vie avait placée sur ma route. Comme un amour au premier coup d'œil. Rien de tel ne fut ressenti avec Yuzu. Le sexe reste le seul moment où l'on engage personnellement et directement ses organes. Ainsi le passage par le sexe et par un sexe intense demeure un passage obligé pour que s'opère la fusion amoureuse. Rien ne peut avoir lieu sans lui, et tout le reste, ordinairement, en découle avec douceur. Une fois la bouteille de Calvados vidée à un peu plus de 23 heures, il décida de partir sans la revoir. Sans revoir cette araignée piqueuse et venimeuse, lui injectant jour après jour un fluide paralysant et mortel. Ça serait là la meilleure solution. Il l'oubliera très vite. La mort des parents. Après un curieux rêve, il se réveilla un 5 heures tapante. Aucun souvenir personnel à emmener, si ce n'est ce MacBook Air de 1100 grammes où tout tient. Pas un cadeau de Yuzu durant les 2 années de leur relation. Florent repensa alors à la mort de ses parents. Suite à la nouvelle d'un incurable cancer du cerveau du père, on les retrouva allongés côte à côte sur le lit conjugal au jour de leur 40e anniversaire de mariage, après l'absorption de produits obtenus sur Internet, comme pour figer leur amour dans l'éternité, au point qu'ils se firent inhumer dans la même bière. Chapitre 11. Le départ. Après le départ sans bruit de Florent, le voici vers son hôtel sur l'avenue Sœur Rosalie, une pseudo-avenue. Il arriva en un hôtel Mercure de bon accueil où on lui avait réservé une chambre fumeur. Maintenant, j'en étais là, homme occidental dans le milieu de son âge, à l'abri du besoin pour quelques années, sans proche ni ami, dénué de projets personnels comme d'intérêts véritables, profondément déçu par sa vie professionnelle antérieure, ayant connu sur le plan sentimental des expériences variées, mais qui avaient eu pour point commun de s'interrompre, dénué au fond de raisons de vivre comme de raisons de mourir. Sa nouvelle maison ne tient maintenant qu'à 10 mètres carrés, au risque de se glisser dans une inaction léthargique. Chapitre 12. Le Cap Torix. La seule difficulté d'une vie à l'hôtel, sortir quotidiennement de sa chambre pour que la femme de ménage puisse réaliser sa tâche. Une absence de 2 heures serait suffisante par cette mise au point d'un mini-circuit. Le Haut-Jules, sur la place d'Italie, au coin de la rue Bobillot, sur lequel Florent, en arrivant, jeta son dévolu. La remontée de l'avenue Sœur Rosalie, s'achevant sur une sorte de petit rond-point arboré. Puis la rue Abel-Ovelac, au coin de l'avenue des Gobelins, où le Carrefour City allait être amené à jouer un rôle dans sa vie nouvelle. Rarement il s'arrêtait au café de la Manufacture face au Carrefour City, n'adhérant pas à cette ambiance laborieuse imitée de café ouvrier, les derniers ouvriers ayant sans doute disparu vers 1920. Il n'allait pas à connaître bien pire encore lorsque ses pas l'amèneraient jusqu'à la butte aux cailles, avant de s'en retourner à l'hôtel, via l'avenue des Gobelins sur une 50aine de mètres, sur l'avenue de la Sœur Rosalie. Florent
se trouve en une humeur qu'il pourrait qualifier de triste. Toutes les semaines, il renouvelait son séjour au Mercure pour se maintenir en un état de liberté. Il n'allait pas si mal, quoique cette répugnance pour la douche ou le bain, comme cette volonté de ne plus avoir de corps. Il décida, en la rue des 5 Diamants, de consulter le docteur Lelièvre, lui faisant mauvaise impression. Le toubib lui prescrit le fameux antidépresseur nouvelle génération, le Captorix. Il fonctionnait en augmentant la sécrétion de sérotonine, hormone liée à l'estime de soi, à la reconnaissance obtenue au sein du groupe, essentiellement fabriquée au niveau de l'intestin. Le revers est que Florent allait voir sa libido disparaître. Le médicament fonctionnait. Il recommençait à se laver. Ça ne changerait pas grand-chose sur le plan du désir. Plus rien d'éprouvé depuis celui de la Châtain d'Al-Alkian. Quelques jours plus tard, Florent téléphona à Claire, avec qui plus aucun contact en plus de 10 ans. Elle lui proposa le soir même un dîner dans un restaurant de son quartier. Florent revint alors sur ses amours charnels avec des étrangères, en la cité universitaire internationale boulevard Jourdan, lorsqu'il fut plus jeune. Il est mauvais que des aimés parlent la même langue. Il est mauvais qu'ils puissent réellement se comprendre, qu'ils puissent échanger par des mots, car la parole n'a pas pour vocation de créer l'amour, mais la division et la haine. La parole sépare à mesure qu'elle se produit, alors qu'un informe babillage amoureux semi-linguistique, parler à sa femme ou à son homme comme l'on parlerait à son chien, crée les conditions d'un amour inconditionnel et durable. Il y eut surtout celle-là, Kate, l'amour de jeunesse le plus grave, après lequel Florent pouvait dire que sa jeunesse était terminée. Une Danoise de 27 ans alors que lui en avait 22. La relation de pur bonheur dura 2 ans, pour s'achever en la gare centrale de Francfort. Tout ça aussi pour l'avoir trahi avec une immonde brésilienne. Après elle, le réel s'est refermé sur Florent, définitivement. Chapitre 13. Les années avec Claire. Selon Claire, plus personne ne sera heureux en Occident. Plus jamais. Nous devons aujourd'hui considérer le bonheur comme une rêverie ancienne. Les conditions historiques n'en sont tout simplement plus réunies. Le 3e millénaire venait de commencer. Le millénaire peut être de trop pour cet Occident entièrement qualifié de judéo-chrétien. Claire fut rencontrée le soir du réveillon du 31 décembre 1999, à l'orée de son premier et dernier grand succès théâtral, où elle se devait relire Bataille à la lumière des nouvelles sexualités virtuelles. Claire maintenant, en matière sexuelle, un suspense permanent, un peu à l'instar de ces héroïnes blondes d'Hitchcock. Elle éprouvait une haine pour sa mère, au point de se réjouir qu'elle perde la vie lorsque son avion pour Rio de Janeiro s'abîma au beau milieu de l'Atlantique Sud. Claire hérita du magnifique appartement de sa mère au passage du ruisseau de Ménilmontant dans le 20e. Loft d'un grand open space de 130 mètres carrés, d'une hauteur sous plafond de 6 mètres, le tout faisant 200 mètres carrés. Le voisinage étant constitué de ce que l'on appellera les bobos. Les années suivantes, Claire ne décrocha aucun rôle. Sa froide beauté blonde n'était pas dans le moule des bombes latinos ou métis. Florent, pour qui son travail à Monsanto lui portait sur les nerfs, mensonge quant aux travaux sur les OGM, il rompit son contrat. Il se rapprochait donc de la direction de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie. Il s'agissait de créer une nouvelle structure dédiée à l'exportation des fromages français. Son nouveau contrat démarrait le 1er janvier 2001. Il trouva une maison à 2 kilomètres du village de Cléchy, capitale exagérée de la Suisse normande. Seulement voilà, il allait l'habiter seul, Claire se refusant de le suivre.
C'est Florent qui viendra la voir à Paris. De moins en moins, il prendra le camp Paris. Au bout de quelques mois, tout fut dit. À l'époque déjà, l'ensemble de ses possessions terrestres ne tenait que dans une valise. Comme peu d'appétit pour les possessions terrestres. La prochaine rencontre avec Claire avait-elle été une bonne idée? La rencontre de deux losers quadragénaires et anciens amants, ça aurait pu être une scène magnifique dans un film français, avec les acteurs appropriés. Mettons pour situer Benoît Poelvoorde et Isabelle Huppert. Chapitre 14. La soirée avec Claire. Florent arrivait à 20 heures précises au bistrot parisien rue Pelleport. Une demi-heure plus tard, arrivait Claire, pas mal torchée. De la graisse dépassée d'un peu partout, et son visage envahi par la coupe rose. Elle connut bien des déboires dans sa recherche de rôle. Elle finit par accepter une offre de Pôle emploi, mettre en place des ateliers de théâtre à destination des chômeurs. Toutefois, une partie des copropriétaires bobos, enivrés par la foudroyante gentrification de Ménilmontant, se lancèrent dans de délirants investissements. Claire prit la décision de revendre l'appartement familial. Quant à sa vie sentimentale, un échec aussi. Elle conclut au fond que Florent était peut-être le seul homme qui l'ait vraiment aimé. Après le restaurant, Claire proposa chez elle le dernier verre, suite à quoi elle entreprit Florent de façon directe. Sans effet, puisque sous antidépresseur. Elle ne lui en tint rigueur et s'intéressa enfin à lui. Il lui raconta, avec quelques mensonges, sa déconvenue conjugale avec Yuzu. Florent repensa que nous étions le 1er octobre, dernier jour du préavis de l'appartement de la tour Totem. Il repensa alors à Nerval, s'étant pendu à 46 ans. Baudelaire aussi était mort à cet âge. Ce n'est pas un âge facile. Harold, à ce sujet, note que Lovecraft, auteur pour lequel Houellebecq avait écrit son premier livre, Lovecraft, Contre le monde, contre la vie, fut mort aussi à cet âge. Chapitre 15. Retour vers le passé. Florent, le lendemain matin, au moment du café, apprit de Claire que son père fut à l'origine de la tour Totem, jugée respectivement comme parmi les bâtiments les plus laids de Paris, de France et du monde, juste derrière l'hôtel de Boston. Claire lui amena un album photo, support de la narration de sa vie. Son père avait trouvé la mort au volant de sa Ferrari 328 GTB, tiens, c'est comme celle de Magnum, de retour d'un week-end à Deauville en compagnie de sa maîtresse suédoise, le jour de l'élection de Mitterrand. Président bâtisseur qui aurait pu donner plus d'élan encore à la carrière du père, si un 35 tonnes en avait décidé autrement. La mère, peu maternelle, la plaça à 7 ans dans un internat tenu par des sœurs. Claire s'enfuit à 11 ans, en revenant à Paris en stop. Florent l'invita ensuite à sortir prendre un petit déjeuner. Claire poursuivit son récit. De 11 à 18 ans, elle s'était engagée avec sa mère dans une féroce lutte basée sur la compétition sexuelle. Claire entreprit de séduire les amants de sa mère, qui en retour se tapa les petits amis de la fille. Florent abrégea la conversation et lâchement la quitta. La case sexe était désormais et à jamais interdite à Claire. Florent revint sur ses années normandes. Son amour des vaches dont la contemplation suffisait de faire oublier Claire. Le fait que les Normands ne savaient vendre leurs produits, lorsqu'ils songent qu'un bon calvados était comparable à un bas armagnac ou un cognac même. Souvent, en traversant le village de Thury-Harcourt, il se demanda s'il y avait un rapport très direct avec son seul véritable ami pendant ses 3 années d'études à l'agro, Émeric d'Harcourt-Hollande, qui lui fit découvrir les sources de la musique grunge, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. Florent ne lui avait jamais connu de relation amoureuse. Émeric pensait-il plutôt à sa vie professionnelle.
Les filles sont des putes, si on veut. On peut le voir de cette manière, mais la vie professionnelle est une pute bien plus considérable et qui ne vous donne aucun plaisir. À la dernière année d'études, Emmerich, Sigrunge, changea du tout au tout pour finir en costume-cravate lors de son stage d'études chez Danone. Au soir de la remise des diplômes, pour finir, il déclara vouloir reprendre une exploitation agricole dans la Manche. Le seul de la promotion à avoir fait ce choix. À présent, il habita à Grandville-la-Roque, au château familial. Chapitre 16. Le domaine d'Emmerich. Florent arrivait donc au château de Londe de Canville, qui aurait servi au cadre de la fin du dernier roman de Barbé d'Aurevilly, une histoire sans nom, selon l'ami Emmerich, n'ayant plus tellement la tête à écouter l'un de ses plus de 5000 disques. Depuis le début de son aventure agricole, il n'a jamais réussi à atteindre l'équilibre financier. Il ne vit que grâce au fermage et surtout la vente des terres. Il est dans la même situation que les agriculteurs ayant du mal à payer leur fermage. La femme d'Emmerich, Cécile, voulait transformer le château en hôtel de charme. Les années d'études sont les seules années heureuses. Ouais, pas pour Harold en tout cas. Les seules années où l'avenir paraît ouvert, où tout paraît possible. La vie d'adulte, ensuite, la vie professionnelle n'est qu'un lent et progressif enlisement. Ouais, ça c'est bien vrai. On évite de revoir ses amis de jeunesse pour éviter d'être confronté aux témoins de ses espérances déçues, à l'évidence de son propre écrasement. Une erreur d'avoir revu cet ami aux petits soins avec ses vaches normandes. Florent étant du côté de l'État français, soumis à Bruxelles et ses quotas laitiers, donc plus tout à fait dans le même camp. Florent partit donc le lendemain, à dimanche, au lendemain duquel il allait rencontrer Camille. Début des plus belles années de sa vie. Chapitre 17. La gare. Nous revoici presque une vingtaine d'années plus tard, vers la fin novembre, où les décorations de Noël envahirent Italie 2. Le temps de partir de l'hôtel Mercure. Mais pour où aller? En monastère? Un autre problème, plus immédiat, renouveler l'ordonnance de Captorix, grâce à qui la vie sociale est dénuée de heurts. Il retourna, Florent, chez ce médecin consulté il y a 20 ans, le docteur Azote, lui prescrivant 6 mois de Captorix et le mettant en garde sur la période des fêtes, surtout le 31, où nombre se flinguent. Pas con le monastère, mais un peu tard. Sinon, conseilla le médecin, les putes en Thaïlande. Le problème, le Captorix ne fait pas bander. L'idée de baiser paraissait dorénavant pour Florent saugrenue. La sexualité avait disparu de son horizon mental. D'un pas léger, il pénétrait en la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Une erreur peut-être, puisqu'il se retrouve face au quai 22, là où l'attendait à ce retour de camp Camille. Un seul être vous manque, et tout est mort. Le monde est mort, et l'on est soi-même mort. Florent avait besoin d'amour, et en particulier d'une chatte. Selon lui, une civilisation meurt juste par lassitude, par dégoût d'elle-même. Chapitre 18. Première rencontre d'avec Camille. Florent et Camille s'étaient rencontrés un lundi matin ensoleillé il y a 17 ou 19 ans, en gare de Caen à l'extrémité du quai C. On avait alors confié Camille à Florent en tant qu'élève vétérinaire stagiaire. Il avait alors 10 ans de plus qu'elle. Une semaine plus tard, elle l'appela après avoir passé une horrible matinée en l'horrible élevage industriel de poules d'Elbeuf, d'infecte réputation. Quand Florent vint la chercher, elle se serra dans ses bras en larmes. Après quelques verres, ils passèrent leur première nuit ensemble dans un hôtel Mercure. Chapitre 19. L'amour d'avec Camille. La maison de Clécy plut à Camille, n'ayant que 19 ans, dont elle modifia l'intérieur à son goût. Ils allèrent souvent au bourg de Clécy, capitale de la Suisse normande, faire leurs courses ou déjeuner. Le site normand, le resto du village, s'enorgueillissait d'avoir, en 1971, accueilli les Charlots. Un mode de vie nouveau, en somme. Les hommes, en général,
ne savent pas vivre. Ils n'ont aucune vraie familiarité avec la vie. Ils ne s'y sentent jamais tout à fait à l'aise. Ainsi poursuivent-ils différents projets plus ou moins ambitieux, plus ou moins grandioses, c'est selon. En général, bien entendu, ils échouent et parviennent à la conclusion qu'ils auraient mieux fait tout simplement de vivre. Mais en général, il est trop tard. Florent, heureux à ce moment-là, aurait pu lui demander de devenir sa femme. Mais il ne l'a pas fait. Ça ne faisait pas partie de son logiciel. Il était un moderne. Et pour lui, comme pour tous ses contemporains, la carrière professionnelle des femmes était une chose qui devait être avant tout autre respectée. C'était le critérium absolu, le dépassement de la barbarie, la sortie du Moyen Âge. Il n'avait cependant aucune confiance dans un retour à Paris. Paris, comme toutes les villes, était faite pour engendrer la solitude. Après un peu plus d'un an à Clécy, le propriétaire de la maison décéda. Florent allait devoir déménager car la bâtisse enviageait. En plus de cela, s'annonçait la fin du stage de Camille, le poussant à revenir à Paris. Encore un an d'attente afin que Florent intègre les services d'administration centrale de la DRAF, pour enfin, à l'issue de cette période, prendre avec elle un 2 pièces sur cour rue des Écoles. 10 ans les séparent et déjà des différences. Les cadets paraissent plus bosseurs à leur étude. À l'extérieur, on ne leur ferait aucun cadeau. Même leur façon de décompresser est différente. S'abrutir par saoulerie le plus vite possible. Le monde extérieur était dur, impitoyable aux faibles. Il ne tenait presque jamais ses promesses, et l'amour restait la seule chose en laquelle on puisse encore peut-être avoir foi. Chapitre 20. Retrouvailles avec Émeric. L'histoire d'amour avec Claire dura un peu plus de 5 ans. Dieu est un scénariste médiocre, et plus généralement Dieu est un médiocre. Tout dans sa création porte la marque de l'approximation et du ratage, quand ce n'est pas celle de la méchanceté pure et simple. Harold, d'ailleurs, n'a pas à attendre presque une cinquantaine d'années pour constater cela. Pendant ces années, certaines satisfactions professionnelles pour Florent, avec cette illusion d'être un homme important. Mais finalement, en comprenant que les agriculteurs français sont condamnés, il se détacha de cet emploi, le monde ne faisant partie des choses qu'il pouvait changer. Lui vint la funeste idée de coucher avec Tam, petite black de la délégation anglaise. Il recommença lorsqu'elle vint sur Paris, puis se retrouva nez à nez avec Camille, fondant en larmes, et rassemblant le lendemain ses affaires pour à jamais le quitter. Jamais il ne parvint à trouver la formule d'excuse. Pourquoi donc cette envie de revoir Camille et les femmes du passé? Un mini-cérémonial d'adieu autour de sa libido, de sa bite, où elle lui signalait qu'elle s'apprêtait à terminer son service. Comme il est affreux et étrange de penser à tous ces hommes, à toutes ces femmes, qui n'aient rien à raconter, qui n'envisagent d'autre destin futur que de se dissoudre dans un vague continuum biologique et technique. Tous ceux, en somme, dont la vie s'est déroulée sans incident extérieur et qui la quittent sans y penser. Florent réservait donc une chambre à l'hôtel Spa du Béryl, au bord du lac de Bagnoles de l'Orne, pendant la nuit du 24 au 25 décembre, là où était originaire Camille. En arrivant, il s'arrêtait devant le bar-tabac tenu par le père de la jeune femme. Pas grand-chose à faire à Bagnoles, sinon d'avoir franchi la haie du 24. Le passé, on s'y enfonce, on commence à s'y enfoncer, puis il semble qu'on s'y engloutisse, et plus que rien ne puisse tracer de limite à cet engloutissement. Il téléphona donc à Émeric d'une voix lasse et lente. Son château d'aspect extérieur n'a nullement changé. Bien autre chose à l'intérieur. La salle à manger, devenue un réduit sinistre et malodorant. Émeric, en train de remonter un fusil d'assaut, avait les traits épaissis et couperosés, avec ce regard creux et mort. Émeric emmena Florent au bout d'une route caouteuses, lui montrer les 24 bungalows qu'il a fait construire. Émeric n'a pas eu la subvention afin de transformer le château en hôtel de charme. Le hic, toutefois, pour les bungalows, est de ne pas avoir de wifi. Émeric
amena Florent à son bungalow de nuit, avec une large baie vitrée donnant sur l'océan. Chapitre 21. La confession d'Émeric. Le lendemain, dans le bureau de l'étable d'Émeric, Florent retrouva via l'annuaire des anciens de Maison Alfort la fiche de Camille, actuellement vétérinaire libéral à Falaise. Il retrouva Émeric défoncé à la bœuf. La femme de ce dernier, Cécile, partie il y a 2 ans, par manque de vacances et de distractions culturelles. Partis avec un mec, un péianiste célèbre. Ils habitent ensemble à Londres. 2 ans aussi qu'Émeric n'a vu ses filles. Selon Florent, Émeric avait fait l'erreur de se marier avec une femme de son milieu. Il lui conseilla de se mettre avec une fille pas très riche d'ailleurs, genre fille de l'Est. À quoi bon essayer de sauver un vieux mâle vaincu? Nous en étions à peu près au même point. Nos destinées étaient différentes, mais la fin comparable. Chapitre 22. Le pédophile allemand. Les jours suivants, Florent ne revit Émeric. Il se mit, avec les jumelles Schmidt et Bender achetées pour observer les oiseaux, à épier l'Allemand, le seul autre résident des bungalows. Une fillette de 10 ans frappa à la porte de ce dernier. Serait-ce là un pédophile? Il en aurait le profil. Le lendemain, le manège recommença. Le surlendemain, Florent s'introduisit dans le bungalow de l'Allemand et découvrit sur l'ordinateur de celui-ci, non protégé d'un mot de passe, des vidéos pédophiles amateurs, celles avec la fillette des jours précédents. Mais le locataire le surprit. Florent parvint à s'échapper et l'Allemand, peu à peu, enfournait ses bagages dans son Defender de 1953 et disparaître vers un destin inconnu. Chapitre 23. Soirée du réveillon. La petite fille revint le lendemain sans trouver personne. Florent, pour le dernier jour de l'année, retrouva Émeric dans son bureau, en communication avec ses filles sur Skype. Les gens fabriquent eux-mêmes le mécanisme de leur malheur. Ils remontent la clé à bloc et ensuite le mécanisme continue de tourner, inéluctablement, avec quelques ratés, quelques faiblesses, lorsque la maladie s'en mêle, mais il continue de tourner jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Plus tard, Émeric rejoint Florent dans la salle à manger. En l'écoutant parler de sa situation, Florent constata qu'il aimait encore Camille. Au coup de minuit, ils se passèrent Child in Time, peut-être le plus beau moment esthétiquement de la vie de Florent. Après, le morceau se terminait, et il n'y avait plus qu'à replacer l'aiguille au début, et nous aurions pu vivre éternellement ainsi. Éternellement, je ne sais pas. C'était sans doute une illusion, mais une illusion belle. Chapitre 24. Premier tir. Le lendemain du 1er janvier se leva, comme tous les matins du monde, sur nos existences problématiques. Florent alla retrouver son ami, lui communiquant son envie de tirer. Ceci mit Émeric dans un enthousiasme qu'il ne lui avait connu depuis leurs 20 ans, en fait. Le lendemain, Émeric vint au cabanon avec une Ster Mannlicher HS50, objet technologique dont émana une telle sensation de perfection. Il emmena Florent à son premier exercice de tir. Chapitre 25. L'odeur de la mort. Les semaines suivantes, Florent s'entraîna au moins 2 heures tous les matins, entraînement lui faisant traverser une période de calme et de paix relative. On peut vivre en état désespéré, et même la plupart du temps, des gens vivent comme ça. Un matin, il se décidait à s'exercer sur une cible mobile, sur un de ces volatiles de plage. Il se sentit incapable d'appuyer sur la détente. Qui n'a pas le courage de tuer, n'a pas le courage de vivre. Émeric, de son côté, recevait depuis quelques jours du monde. Des membres de la Confédération paysanne. 3 de leurs collègues, depuis le début de l'année, se sont suicidés. La baisse sans cesse des prix du lait. Monte alors l'air de la contestation, comme quelque chose d'inquiétant dans leur état d'esprit. Chapitre 26. Le frémissement de la révolte. La baisse du prix du lait, cette fois brutale, comme un coup de massue. À la réunion syndicale des agriculteurs, à laquelle Émeric convia Florent, celui-ci ne resta que 5 minutes. Mais le sentiment que les choses cette fois
pouvait réellement tourner mal. Quelques jours plus tard, Émeric et ses collègues commencèrent à passer à l'action. En armes, ils arrêtèrent quelques citernes de lait. Comment agir si les gendarmes venaient à charger? L'agriculture, comme un énorme plan social secret, invisible, où les gens disparaissaient individuellement dans leur coin. Cela face à des gens prêts à mourir pour la liberté du commerce. Florent conseilla à Émeric de déménager, de revendre la ferme avec cette petite chance de recommencer sa vie. Le lendemain, la levée du blocus se fit sans résistance. Franck, le responsable syndical, exposa devant BFM de façon convaincante la situation des éleveurs normands pendant la minute d'interview. Florent ressentit un temporel et paradoxal optimisme. Lui aussi, autrefois, dans ses notes de synthèse, défendait le point de vue des agriculteurs. Toujours, on lui donna tort face au triomphe du libre-échangisme. Chapitre 27. L'action suicidaire. Pendant que les éleveurs normands étaient appelés à converger le dimanche suivant au centre de Pont-l'Évêque, choisi parce que l'intersection de la branche de l'A132 venant de Deauville et de l'A13 Camp Paris, Florent voulait se promener sur les falaises de Flamanville, voire jusqu'au nez de Jaubourg. Au passage, il apercevait Émeric chargé sur le plateau de son pick-up des jerrycans de fioul. Malgré une lumière aussi belle, malgré un air aussi revigorant, la balade sur les falaises fut un échec. Davantage Florent fut malheureux, plus il poussait vers le nez de Jaubourg. Cette lumière du nord lui imposait l'image de Kate, et une promenade faite ensemble sur les dunes de Sonderborg. En revenant sur Pont-l'Évêque, des tracteurs par centaines, d'une butte en direction de Pierrefitte en Auge qui surplombait la jonction autoroutière, un commando d'agriculteurs barrèrent l'accès vers Paris sur l'A13. 8 d'entre eux braquèrent leurs armes sur les automobilistes, dont Émeric, parmi les braqueurs. Les autres dispersant les jerrycans de fioul sur toute la largeur de l'autoroute. 2 énormes machines agricoles se garèrent au milieu des jerrycans. Ils s'étaient engagés en une voie rapide vers le suicide. Quand les hommes quittèrent ces engins, un autre lança 2 roquettes en direction des réservoirs de carburant. L'Union européenne avait été une grosse salope. Les CRS s'approchaient, Émeric s'apprêtait à tirer sur les forces de l'ordre, mais retourna l'arme contre lui. Les compagnons d'Émeric firent feu sur les CRS qui, à leur tour, ripostèrent. 9 des agriculteurs furent tués. Un autre décéda plus tard. Chapitre 28. Les illustres origines d'Émeric. Tard le lendemain, Florent se réveillait. Il n'avait rêvé la journée de la veille. Tout était vrai sur BFM. Personne ne parvenait à s'affranchir du scandale des quotas laitiers. Seul le Rassemblement national semblait tout à fait clair à ce sujet. Les conditions insupportables de la grande distribution furent éludées, mises à part peut-être par les communistes. Florent se remit donc en route, s'arrêta quelques minutes plus loin dans un hôtel de Regnéville-sur-Mer, où 2 jours durant il resta cloîtré. Un village où le temps s'en fut arrêté, comme si 1789 n'y avait laissé que des traces superficielles. Le lendemain, Florent s'arrêta à Coutances. Dans le Figaro, un article sur les funérailles d'Émeric en la cathédrale de Bayeux. Florent fit des recherches sur les ascendances nobiliaires d'Émeric, dont les aïeux avaient participé à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant. La devise familiale, le bon temps viendra. Chapitre 29. La maison au milieu des forêts. Florent loua une maison de gîte rural à Saint-Aubert-sur-Orne. Son propriétaire, tout comme lui, disposait d'une Mercedes clashée. Un architecte responsable, entre autres, de l'appart cité de la ZAC de Camp-Nord, où Camille avait résidé 1 semaine avant d'entrer dans la vie de Florent.
un homme divorcé, le propriétaire, à la vie si semblable de Florent. Celui-ci était donc sur la terre, en n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis et de société que lui-même. Chapitre 30. La maison des souvenirs. Pendant la nuit, cette sensation d'être caressé, comme le faisait Camille. Cette coïncidence, enfin, les maisons normandes étant plus ou moins bâties sur le même modèle, de dormir à une chambre identique que les nuits d'avec Camille à Clécy. Ce n'est pas l'avenir, c'est le passé qui vous tue, qui revient, qui vous taraude et vous mine et finit effectivement par vous tuer. Ne parvenant à se rendormir, il accéda à l'autre aile de la maison, où il trouva une édition intégrale du Marquis de Sade, sans doute du XIXe siècle, ou cette collection de disques de twist, comme un passé dont devait se défaire le propriétaire, sans pour autant que s'ouvre la possibilité d'un avenir. Florent se recouchait rassuré quand cette existence d'autres drames lui auront été épargnés. Chapitre 31. Camille vue de loin. Au lendemain de cette première nuit, promenade en forêt. La nature laissée à elle-même ne produit en général qu'un informe et chaotique fouillis de plantes assez moches. Le propriétaire lui ayant recommandé de ne donner à manger à cet omnivore opportuniste la biche. Florent ne rencontra pas de biche. Il se mit en route pour Falaise, où il trouva sans difficulté le cabinet vétérinaire de Camille. Il l'attendit au café d'en face. Elle sortit pour la pause déjeuner. Bien que passé 35 ans, elle n'avait pas changé. La même allure et même tenue vestimentaire qu'à la première rencontre. Florent retournait à son provisoire domicile pour une nuit dont il ne se remettrait pas totalement. Chapitre 32. La maison de Camille. Florent, depuis quelques semaines, s'était remis à lire. Du moins, les âmes mortes de Gogol. Lecture de cet auteur russe un peu oublié, procurant des plaisirs infinis. Le lendemain, en fin de journée, il aperçut Camille prenant dans ses bras un garçonnet de 3-4 ans, qu'elle aurait eu 5 ans avant avec un jeune homme de passage au festival des vieilles charrues. Le samedi suivant, il la suivit en voiture. Camille vivait au milieu des bois avec son petit garçon dans une maison isolée. Florent forçait l'entrée de service du restaurant panoramique La Rotonde face à la maison. Il s'installait en la salle de restauration avec les jumelles à sa portée. Chapitre 33. Projet de meurtre. Le manège dura comme ça 3 semaines, pendant lesquelles Camille chez elle ne reçut aucune visite. Comment avions-nous pu en arriver là, tous les deux? Une relation profonde et exclusive s'engage entre la mère et le fils. Le meurtre d'un enfant de 4 ans provoque inévitablement une vive émotion médiatique. Chapitre 34. Un échec déterminant. Pendant plus de 10 minutes, Florent mit l'enfant en joue, sans le moindre tremblement, avant de s'effondrer au sol. Il ne tirerait pas. Il remonta en voiture et retourna en direction de Saint-Aubert. Après 3 semaines encore de location, Florent fit un aller-retour à Paris en train pour se faire prescrire 20 mg de Captorix. Il en était jusqu'à maintenant à 15, auprès du docteur Azote. Chapitre 35. La testostérone. Le train arriva en gare de Saint-Lazare avec 35 minutes de retard. Une ambiance de catastrophe globale allège toujours un peu les catastrophes individuelles. C'est sans doute pour cette raison que les suicides sont si rares en période de guerre. Le docteur Azote constata que ça n'avait pas l'air d'aller mieux. Il lui prescrit donc les 20 mg de Captorix, mais aussi une prise de sang pour contrôler le taux de testostérone qui devait être très mauvais. Le Captorix inhibant la synthèse de la testostérone via la production de sérotonine. Chapitre 36. Les impossibles adieux. Pour la dernière fois, Florent retourna sur les bords du lac de Rabaudange, certain que Camille n'y serait. Il n'y aurait pas d'adieu définitif. Quand notre cœur a fait une fois sa vidange, vivre est un mal, écrivait Baudelaire.
L'histoire de famille recomposée est une propagande pure, optimiste et postmoderne, décalée, dédiée au CSP+, et CSP++, inaudible au-delà de la porte de Charenton. Chapitre 37. La curieuse prescription du docteur Azote. Florent retournait à Paris et retrouvait sa minuscule chambre au mercure. Il reprit ses circuits quotidiens, de la brasserie au Jules au Carrefour City, en passant par la rue Abel-Ovelac, qu'il enchaînait par la brève remontée de l'avenue des Gobelins, avant la bifurcation terminale sur l'avenue de la Sœur Rosalie. Nous étions en un mois de mai exceptionnellement beau, après que presque une année ait suivi son cours. Le docteur Azote lui fixait un rendez-vous pour le bilan de ses analyses. Le taux de testostérone est bas, vu le traitement, mais le taux de cortisol très élevé. Le médecin lui dit « J'ai l'impression que vous êtes tout simplement en train de mourir de chagrin. » Le docteur lui prescrit des escort girls en lui remettant la liste de 3 noms de filles. Florent, se consumant de l'intérieur, faisant un burn-out immobile. Chapitre 38. La fin des relations humaines. 2 ou peut-être 3 mois passèrent, la plupart du temps à regarder la télé. La seule sortie, la promenade quotidienne. Les émissions culinaires s'étant multipliées dans des proportions considérables, alors que l'érotisme, dans le même temps, disparaissait de la plupart des chaînes. Les queutards et baiseurs, devenus un hobby minoritaire et particulier, réservé à une élite. Comme revenu au XVIIIe siècle, où le libertinage, réservé à une aristocratie composite. La parisienne chic et sexy n'était plus qu'un mythe sans consistance. Ah, ça c'est vrai. Harold y lançait quelque chose. Paris, du point de vue nanor, ça ne fait plus rêver depuis longtemps. Le temps des relations était révolu. Chapitre 39. L'interdiction de fumer. Une bien mauvaise nouvelle un lundi matin. L'hôtel allait prochainement passer 100% non-fumeur. Florent en était à vouloir s'acheter un appartement parce que ne pouvant rester à l'hôtel. Le directeur vint plus tard le voir comme pour lui laisser un délai de 6 mois à 1 an, le temps de trouver une solution. Maintenant, ce serait là la vie de Florent. Chapitre 40. Le studio dans les tours de Paris. Florent chercha d'abord l'achat d'un grand studio dans le 5e arrondissement, le quartier de ses études. Un chemin de croix en parcourant les rues. Les images de Camille lui revinrent. Florent renonçait aussi à ce studio rue Sœur Rosalie, car se nourrissait en lui le projet informulé de rester en contact avec Audrey. Il descendait plus au sud en entamant la visite des tours entre la porte de Choisy et la porte d'Ivry. Habiter dans une de ces tours, c'était habiter nulle part. Il choisit le plus vide, le plus tranquille et le plus nu des studios en une tour des plus anonymes, équipée de volets roulants qu'il clora à jamais dès le lendemain de son installation et d'un vide ordure, comme atteindre une presque parfaite autonomie. Chapitre 41. Les photos de la vie. L'ameublement fut facile. Florent, vers la mi-octobre, commençait à se lasser des émissions culinaires qu'il trouvait pourtant admirables. Quant au débat de société trop prévisible, d'une extrême déception. Florent se replongea dans la lecture de La montagne magique de Thomas Mann, dont la fin, par la plongée en 1914 dans une guerre aussi absurde que meurtrière, signifiait la victoire finale de l'attraction animale, la fin définitive de toute civilisation, de toute culture. Les lectures de Conan Doyle lui apportent plus de réconfort. Début décembre, Florent achetait une imprimante photo et une centaine de boîtes de papier Epson mat 10 x 15 cm. Un peu plus de 3000 photos sur son ordinateur portable qui représentaient l'intégralité de sa vie. Sa vie, à y regarder, s'était quand même déroulée, étrangement. La vie maintenant était finie. Florent voulait réaliser un mur Facebook, mais à son usage personnel qui ne serait vu que par lui. Au contraire des lieux,
Sa mémoire des dates était plus incertaine. Les dates étaient sans importance. Toute chose qui avait lieu pour l'éternité. Je le savais maintenant, mais il s'agissait d'une éternité fermée, inaccessible. Chapitre 42. L'équation du suicide. À présent, sur le compte de Florent, il restait un peu plus de 200 000 euros. Il n'a plus le goût pour les voyages. Il rangea définitivement son vieux G350, affichant fièrement un peu plus de 380 000 km, au troisième sous-sol du parking souterrain de l'immeuble. Le monde s'était transformé en une surface neutre, sans relief et sans attrait. Habitant à une hauteur approximative de 100 mètres, il lui faudrait 4 secondes et demie, 5 secondes pour atteindre le sol à 159 km/h. Avec son solde bancaire, Florent pouvait escompter vivre 10 ans au maximum, beaucoup trop, compte tenu de ses souffrances morales. Il lui fallait donc augmenter le rythme de ses dépenses. On ne lui a pas donné et il avait peu envie de donner lui-même. Continuez donc à bouffer en essayant de s'intéresser à des mets onéreux. La dernière ligne droite. Florent est sur le point d'y arriver. Chapitre 43. C'était un petit comprimé blanc, ovale, sécable. Le petit comprimé fournit une nouvelle interprétation de la vie, transformant la vie en une succession de formalités. Il aide les hommes à vivre, ou du moins à ne pas mourir durant un certain temps. Florent aurait pu rendre une femme heureuse, mais il a cédé aux illusions de liberté individuelle, d'infini des possibles, des idées dans l'esprit du temps dont nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elles, et puis, très longuement, d'en souffrir.